Parfait. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous allons pouvoir commencer avec cette session. Alors, nous sommes ici sur notre initiative d'apprentissage collectif, sur ce partenariat, le VDP en matière de Covid-19 et de vaccination. Dans le cadre de cette session, la session 4, nous avons ici travaillé et nous allons pouvoir entendre 2 témoignages du Malawi et de Sierra Leone sur le développement d'un plan, un budget. Alors, par rapport à ici revenir peut-être sur le contexte des objectifs de notre collectif d'apprentissage et donc de notre initiative, eh bien, cet objectif était de pouvoir mieux accompagner 34 pays, notamment s'agissant de la collecte, de la consolidation et du partage, ici des enseignements, des meilleures pratiques et des défis, mais de aussi pouvoir développer une communauté d'apprentissage autour de ce lancement du vaccin contre la COVID-19 et en lien ici justement avec l'optimisation de cet apprentissage. De même, nous avons travaillé donc principalement avec les autorités nationales, les gouvernements, le ministère de la Santé, de même tous les groupes qui ont été créés, tous les comités et autres autour ici de ce lancement de la vaccination contre la COVID-19 et également ici nos parties prenantes au niveau plus local, régional et sous-national. Alors, le concept que nous avons commencé au mois de mai concernait justement cette série de 10 sessions. Donc, voici déjà 3 sessions qui se sont déroulées par le passé, dont la première fin mai. Alors, la première session concernait la vaccination des groupes prioritaires, comme les personnes âgées, les professionnels de santé. Ensuite, dans une deuxième session, nous avons parlé des meilleures pratiques en matière de stratégie et de services de vaccination intégrés. Et puis, au mois de juillet, nous sommes revenus sur les stratégies de vaccination contre la COVID-19 ici et sur générer une demande. Et aujourd'hui, nous revenons justement sur les meilleures pratiques avec 2 témoignages du Malawi et de la Sierra Leone, ainsi qu'un exemple du développement d'un plan, un budget. Et je remercie par avance tous les intervenants de notre session d'aujourd'hui. Mais nous avons encore également 2 autres sessions en octobre et au mois de novembre. Donc le 18 octobre, pour être précise, nous aurons ici un partage des meilleures pratiques, notamment sur les contextes humanitaires et vulnérables, et une autre session au mois de novembre qui concernera ici l'intégration au niveau du plan de vaccination de routine. Alors, si vous avez des questions par rapport à la session d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous contacter, mais n'hésitez également pas à nous poser vos questions dans le chat pour cette session. Et nous accueillons évidemment chaleureusement tous les participants au sein de notre collectif. Ici, par rapport à ce que nous souhaitons couvrir aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques mots de bienvenue, les objectifs, quelques informations également logistiques. Et puis nous reviendrons avec Monsieur Yacine Kretz sur cette initiative d'un budget, un plan, sur cette approche. Et ensuite, nous passerons directement à de présentations de témoignages de 2 pays. Donc, le partage tout d'abord de l'expérience au Malawi
Et ensuite, ici, les partages d'expériences en Sierra Leone. Donc, après chacune de ces sessions, nous aurons une petite session de questions-réponses. Par conséquent, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous serons ravis ici de pouvoir y répondre. Je vous remercie. Alors, de même, si vous souhaitez suivre cette session, vous pouvez suivre cette session en anglais ou en français. Vous verrez l'icône interprétation qui est située en bas à droite de la barre d'outils Zoom. À partir de là, vous pourrez directement sélectionner la langue de votre choix. De même, nous avons aussi les sous-titres qui sont disponibles en anglais. Donc, vous voyez ici que vous pouvez cliquer sur l'icône CC qui concerne ici les sous-titres en direct. Ces sous-titres sont disponibles en anglais. Après chaque présentation, comme je vous l'ai dit, nous aurons une session de questions-réponses. Par conséquent, vous pouvez soit nous poser votre question oralement, si vous le souhaitez, en cliquant sur l'icône de la main levée. Et vous avez aussi le chat qui est à votre disposition, donc la boîte de discussion, où vous pouvez poser vos questions par écrit dans la langue de votre choix, donc en français ou en anglais. Alors, cette session est enregistrée. Vous acceptez cet enregistrement si vous participez à cette session. Tous les enregistrements, mais également les PowerPoint et toutes les ressources seront partagées avec vous après ce webinaire et un certificat de participation peut également vous être délivré par l'Université du Nouveau-Mexique. C'est un lien qui sera ici posté dans le chat et vous pourrez donc ici, en utilisant ce lien, obtenir ce certificat de participation. Par rapport à l'utilisation des données, le projet ECHO collecte des informations sur l'inscription, la participation, les questions, les réponses, les commentaires dans le chat, les réponses lors des questions qui sont posées de tous les programmes ECHO. Toutes ces données sont collectées pour des rapports d'évaluation et l'assurance qualité. Alors ici, nous avons 3 questions pour commencer. Nous avons ici cette première question. Et cette question est la suivante. Donc, quelles sont les 3 priorités en matière de financement et de budgétisation pour votre pays? Alors, vous pouvez évidemment choisir 3 options de réponse ici. Donc, ce sont ces 3 priorités. Vous pouvez répondre ici. Quelles sont les 3 priorités de financement de coûts de la COVID-19 ici? Alors, on voit les premières réponses arriver. Absorber et utiliser les fonds déjà versés au pays avant leur expiration. Donc, on voit ici que c'est une des réponses les plus fréquemment données. Je vous laisse donc encore quelques instants pour répondre à cette question. Allez-y. Je vous donne encore quelques instants. Alors, regardons les résultats. Les résultats sont là pour la première question.
par rapport à ces 3 priorités à l'avenir, eh bien là, on voit que la première réponse est absorber et utiliser les fonds déjà versés au pays avant leur expiration. Et ensuite, on a vu également demander des fonds supplémentaires pour 2023 pour continuer et pour travailler sur l'accélération de ces campagnes. Donc ici, on a vu ces réponses, mais nous avons également une deuxième question à vous poser. Et pour cette deuxième question, encore une fois, chers participants, si vous voulez bien donc répondre, alors d'après vous, quelle est la probabilité que votre pays ait besoin de fonds urgents supplémentaires avant la fin de l'année? Alors 0%, aucun financement, où nous avons suffisamment de financement, 1 à 30% de probabilité, donc c'est peu probable, 30 à 60%, c'est probable, 60 à 90%, très probable, plus de 90%, c'est certain. Nous allons donc regarder les résultats. Alors, à 39%, vous nous avez répondu qu'il est probable que des fonds supplémentaires soient demandés avant la fin de l'année. 28%, au contraire, nous indiquent que les fonds sont suffisants. Et 22% nous indiquent ici que c'est peu probable que des fonds supplémentaires d'urgence soient demandés d'ici la fin de l'année. Et 11% nous ont indiqué que c'était certain. Eh bien, merci d'avoir répondu. Et nous avons une dernière question, s'il vous plaît, si vous voulez bien également répondre à cette dernière question, qui est la question 3. Alors, est-ce que votre pays va envoyer une demande Gavi CDS avant le 30 septembre 2022? Oui ou non? Donc, c'est une question simple, oui ou non? Merci d'avoir répondu. Et nous allons donc ici consulter les résultats. Alors, à 80%, vous nous avez indiqué que oui, votre pays allait envoyer donc cette demande Gavi CDS avant le 30 septembre 2022. Merci d'avoir répondu à ces 3 questions. Et si vous avez ici d'autres informations s'agissant du Gavi CDS ici, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion pour partager cela avec nous, que ce soit par exemple une difficulté, un défi, ici que vous rencontrez. N'hésitez donc surtout pas à partager cela avec nous dans le chat. Et puis nous allons pouvoir ainsi continuer. Alors, nous allons passer à nos présentations. Alors, nous avons invité M. Yassine Kretz, ici, qui va revenir justement sur cette nouvelle approche. Un plan, un budget. Bonjour, je suis Yassine Kretz.
Je suis le responsable du workstream et je suis ravie ici de prendre quelques minutes pour revenir sur notre approche un plan, un budget. Alors de même, ici nous allons revenir sur le contexte et la motivation de cette approche un plan, un budget. Nous reviendrons aussi sur la valeur ajoutée, nous parlerons de certaines recommandations qui ont été créées autour de cette approche. Et puis, nous reviendrons sur une mise à jour, notamment sur les différents besoins sur ce thème. Alors, par rapport à la motivation et au contexte, alors ce que je disais, par rapport à la motivation, par rapport au contexte, sur la base de notre expérience de ce travail avec les pays, nous avons ici réalisé ici que notre visibilité était claire et que sur la base de notre expérience au niveau national, il y a évidemment un besoin d'alignement, ici notamment autour des activités. Côté bailleur de fonds, nous savons qu'il y a évidemment des opportunités de réduire ici certains coûts, mais également de garantir une meilleure coordination avec les différents partenaires. Nous avons également travaillé dans le cadre de ces approches par rapport à ces échanges. Cela nous a permis aussi de souligner à quel point cela pouvait être important pour les différents pays. Par rapport aux définitions, qu'est-ce que cela veut dire un plan et un budget? Alors, un plan, qu'est-ce que c'est? C'est un plan opérationnel consolidé que chaque pays pourra mettre à jour et qui est ici articulé dans un cadre spécifique. Alors, avec des priorités ici et aussi des activités qui sont donc déjà prévues. Alors, qu'est-ce que ce budget? Un budget. Il s'agit ici d'un budget consolidé pour la vaccination contre la COVID-19 avec des dépenses planifiées ou attendues qui sont ici articulées dans un cadre spécifique avec notamment ici des coûts ici qui sont prévus ainsi qu'une cartographie des différents fonds, des différentes ressources déjà disponibles pour ici couvrir ces coûts. Donc après ces définitions, nous voulons revenir sur l'importance de ce un plan et un budget. Alors pour un plan, évidemment, il y a une priorité. Avec ce un plan, vous avez vraiment des cibles, des priorités, des activités. Et ensuite, vous avez tous les coûts ici, toutes les sources de financement qui sont ensuite exploitées dans un budget. C'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir les deux ensemble, un plan et un budget. Par rapport au but et à la valeur ajoutée de cette approche, sur la base de notre expérience, nous avons vu qu'une vision unique est importante afin que toutes les parties prenantes, gouvernementales et tous les partenaires partagent ici la même vision et que l'objectif soit clair. Dans le cadre
national, c'est important aussi parce que ça permet d'identifier les écarts. Et s'il y a donc des fonds supplémentaires qui sont nécessaires, eh bien, on peut identifier cela plus rapidement. Et pour les bailleurs de fonds, eh bien, ça offre plus de visibilité dans le cadre des programmes à mettre en œuvre. Un autre point qui est important, eh bien, comment est-ce que ici, un budget et cette demande CDS doivent être complémentaires? Pourquoi? Les pays peuvent utiliser ici un budget pour identifier les écarts. Et ils peuvent ici le faire et utiliser ce one budget, donc ce un budget, pour répondre aux besoins CDS. Donc ça, c'est réellement important dans le cas de ce processus. Et puis, il y a aussi les modèles CDS 3 qui sont aussi utilisés avec un outil de conversion qui permet ici d'harmoniser ces catégories entre les catégories Gavi et les catégories, donc un budget, one budget. Donc en fait, cela devrait justement faciliter ces échanges. Enfin, pour vous donner un exemple, dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le Soudan, dans le cadre de nos échanges, nous avons réussi à ici cartographier l'ensemble des fonds et nous avons réalisé que le pays avait les financements nécessaires pour répondre à tous les besoins d'ici la fin de l'année. Évidemment, grâce à cette visibilité, grâce à cette cartographie des fonds, eh bien, cela nous a permis d'avoir une meilleure transparence par rapport à toutes ces activités. Alors, si nous continuons, parce que je voudrais revenir également sur les principes clés et les recommandations pour aider les pays dans leur développement de ce One Budget. Alors, il y a 6 principes clés que vous voyez ici qui ont donc été identifiés. Le premier concerne le leadership du gouvernement. C'est important que le gouvernement soit leader dans ce processus et soit absolument impliqué dans cette approche. Il faut évidemment qu'il y ait aussi une participation de toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est évidemment important. Le deuxième principe concerne ici un cadre budgétaire qui soit clairement structuré, avec une date de début, une date de fin. Donc ça, c'est important. Ici, avec par exemple une architecture qui soit claire, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, est-ce qu'on parle d'une année complète. Ensuite, la troisième principe clé concerne des liens qui soient clairs par rapport aux priorités stratégiques et aux cibles en matière de vaccination. Il faut réellement un alignement ici. Principe clé numéro 4 concerne vraiment rentrer dans les détails ici sur les activités de vaccination standard et les différentes catégories budgétaires. Donc, harmoniser cela entre les différents partenaires clés pour simplifier les demandes de financement. Le principe 5 est important et concerne justement une bonne visibilité sur le coût financier des activités prévues. Alors ici, il faut être clair avec notamment les différentes hypothèses et les liens avec les résultats. Et le dernier principe clé, principe 6, reflète ici toutes les ressources disponibles dans un cadre spécifique, notamment avec l'agence ici de mise en œuvre. Alors par rapport à l'assistance technique ici qui est disponible avec le partenariat, alors, il y a par rapport à cette assistance technique 3 possibilités. Le développement d'un plan opérationnel et ensuite ici également une assistance technique au niveau budgétaire et des coûts et ensuite une assistance en matière de développement One Plan, One Budget, donc un plan, un budget. Et pour terminer,
Ici, en fait, je voulais brièvement revenir sur la situation actuelle et le développement de ces approches. Vous voyez que 7 pays qui ont envoyé ici un projet de One Budget, un budget notamment en Sierra Leone, qui aujourd'hui va être discuté. Mais vous voyez que d'autres pays ont commencé ce processus et nous avons aussi d'autres pays qui sont en cours. Par rapport à l'assistance technique, pour l'instant, 8 pays ont pu être accompagnés, notamment avec un consultant de l'UNICEF, mais également d'autres partenaires. 3 pays pour lesquels une assistance technique a été demandée. Et il y a également d'autres demandes qui devront très probablement nous parvenir d'ici la fin de l'année. Donc, je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez d'ailleurs surtout pas si vous avez des questions. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yacine, puisque vous êtes revenu ici sur les définitions, les concepts et les objectifs ici de ce un budget, un plan. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je vois une main levée. John, Frédéric? Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, merci pour cette présentation. Vous avez été très clair. Mais un plan, un budget, ça me paraît très bien. Mais s'agissant ici de l'intégration avec le programme de vaccination de routine, du coup, je m'interroge. Est-ce que du coup, un plan, un budget, ce sera pour toutes les activités de vaccination? Est-ce que ce sera un plan complet pour toutes les activités de vaccination COVID-19? Alors, je n'étais pas sûre sur la base de votre présentation ici, si c'est ce que vous vouliez ici présenter. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup encore une fois, Santosh. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être que vous pouvez commencer par répondre à cette question, Yacine. Alors, merci beaucoup. C'est une excellente question. Comme vous l'avez très bien dit, ici, très clairement, par rapport à ces activités, nous encourageons cette participation, notamment ici, ce qui a pu être fait avec ces outils, notamment s'agissant ici de ce que nous avons pu mettre en place. Donc, c'est une excellente question. Et c'est vrai que c'est un thème qui est revenu à de très nombreuses reprises. Et oui, l'objectif serait d'avoir une réelle harmonisation. Merci beaucoup. Merci Yacine d'avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Ah oui, je vois une autre main levée. Georges. Merci pour cette présentation, très claire en effet. Alors au Burkina, où je suis à l'heure actuelle, nous avons donc développé notre plan national sur cette base du un plan, un budget. Et à l'époque, évidemment, on parlait de la Covid, mais pas encore, en tout cas, avec une estimation claire par rapport aux besoins. Alors, par conséquent, est-ce que ici, on revient sur le plan, ici, pour l'intégrer
dans le plan national de santé, parce que là, ça me semble assez coûteux comme exercice, parce que ce ne sont pas du tout des plans qui sont faciles à modifier. En tout cas, peut-être le budget, mais au niveau du plan en lui-même, ça reste très complexe. Alors, je ne sais pas quelle est la réponse. Enfin, c'est ma question. En tout cas, je vous remercie. Alors, je peux peut-être répondre à cette question. Bonjour à tous. Et c'est une excellente question, Georges. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse facile, mais de toute façon, ces plans nationaux doivent être mis à jour régulièrement parce que vous voulez ici comprendre et inclure, dans le cadre de votre approche, la vaccination contre la COVID-19. Donc, ici, il y a aussi d'autres éléments, comme par exemple le paludisme. Par conséquent, donc dans ce cadre-là, il faudrait réellement que ceci soit donc budgété dans le cadre de plans mais c'est vrai que pour qu'il soit intégré dans le programme de vaccination de routine, il faut évidemment que ce soit pris en compte dans le plan national de santé, comme vous l'avez dit, Georges. C'est clair comme réponse, merci. Et peut-être pour clarifier, alors quand on dit un plan, on veut vraiment dire l'aspect opérationnel, juste à titre de clarification. C'est noté. C'est vrai qu'on essaie ici de ne pas multiplier le nombre de plans, mais je comprends. Merci. Merci Benjamin, merci Yacine. Alors, nous allons devoir ici bien passer à nos deux témoignages. Et donc, n'hésitez pas également par rapport donc, à la question que nous avons posée tout à l'heure avec Gavi et donc cette demande CDS, si vous avez d'autres informations, eh bien, n'hésitez surtout pas à contacter ici Benjamin Schreiber, ici, dans le chat, qui peut peut-être vous aider sur ce point. Et sans plus attendre, ici, nous allons passer la parole au représentant du Malawi. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Santosh. C'est déjà la deuxième opportunité pour nous de partager notre expérience sur ce un plan, un budget, parce que nous avons eu l'opportunité de présenter les premiers succès ici, rencontrés. Alors, je voudrais inviter le docteur Mike Chizema à peut-être s'exprimer ici. Quelques mots d'introduction avant de passer à la présentation. Docteur Mike Chizema, est-ce que vous nous entendez? Ah, je suis désolée, je pense que le docteur Mike Chizema rencontre quelques difficultés techniques. Donc, du coup, je vais plutôt passer à la présentation directement. Alors, notre un plan, un budget fait partie ici de notre outil d'adaptation face à la COVID-19.
Et je voudrais juste partager notre expérience et comment est-ce que justement cet outil nous a aidés ici à mieux gérer ces financements avec un meilleur alignement en fonction des ressources nécessaires, des financements. Et cela nous a permis ici d'obtenir et d'optimiser la couverture vaccinale. Donc, vous voyez la situation ici au mois de juin 2022. Vous avez donc ces chiffres. Alors, vous voyez ici que le taux de vaccination était assez faible. Seuls 7% de la population était entièrement vaccinée et 5% pour les professionnels de santé et les personnes âgées. Et en 4 mois, nous avons réussi à doubler ces taux. Donc de 7%, on est basé à 14%. Et ici, nous sommes autour de 15% pour les personnes âgées et les professionnels de santé. Nous avons aussi eu différentes crises, notamment la réémergence du choléra et de la polio. Et nous avons aussi, dans le sud, dû mettre en place une réponse face aux cyclones et aux inondations. Et nous avons aussi ici l'impact d'une crise financière. Et nous voyons aussi que très clairement, les professionnels de santé sont fatigués, ont été extrêmement sollicités. Et nous voyons que pour certains vaccins également, leurs durées de péremption sont parfois limitées pour nous. Et donc, cela reste difficile. Alors, qu'est-ce qui a changé entre juin 2022 et donc septembre 2022? Eh bien, ici, par rapport à ces ressources, lorsqu'on regarde le budget, eh bien là, on se retrouverait avec ces différentes stratégies où nous avons donc ici justement donc un plan, la version 3 de notre NDVP, y compris donc une approche opérationnelle pour nos campagnes. Nous avons donc développé un budget correspondant, donc aligné sur les priorités du NDVP 3. Et donc maintenant, nous sommes en train de travailler sur le développement de notre un plan avec une version opérationnelle donc, de notre NDVP. Et maintenant, en termes de ce développement, de qui sont donc nos parties prenantes, nous allons ici utiliser donc notre plateforme multisectorielle. Cela nous a beaucoup aidé au niveau des coûts. Et nous avons donc travaillé ensemble, alors notamment avec
le groupe d'experts qui a été créé au niveau présidentiel dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Nous avons aussi une réunion mensuelle du comité de pilotage. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons impliqué un maximum de parties prenantes au niveau ministériel, gouvernemental, mais aussi les autorités locales et d'autres partenaires, y compris des partenaires dans le domaine sportif. Ainsi que d'autres associations qui regroupent différentes associations de personnes âgées. Et évidemment, nos partenaires historiques comme l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires historiques. Alors, ici, par rapport à ce processus, grâce à un plan, un budget, eh bien, cela nous a permis d'avoir un réel alignement sur les stratégies et les approches ici en matière de vaccination contre la COVID-19. Et puis, nous avons aussi développé eh bien, cette même logique, avec notamment des discussions sur 5 domaines thématiques, priorités thématiques en matière d'accompagnement et de financement. Pour ces donc différents thèmes. Ensuite, on a essayé de voir quelle était la séquence, parce qu'on a eu ces difficultés avec la polio, avec le choléra. Donc, il a fallu développer un calendrier commun. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons essayé ici de créer réellement un lien entre ces différentes stratégies. Et tout ceci nous a permis ici de mettre cela en place, notamment s'agissant des vaccins et le risque d'expiration de ces vaccins. Alors, le soutien qui a été fourni par notre partenariat ici, le COVDP, alors il y a eu un réel accompagnement au niveau des différents jalons de ce projet. Mais c'est vrai que nous avons eu la chance aussi d'avoir ici très clairement un soutien du plus haut niveau, même au niveau présidentiel, et ça a été très utile. Et puis nous avons aussi reçu une demande de financement d'urgence et nous avons pu bénéficier du soutien de l'équipe interagence de la COVDP. Et en moins de 48 heures, nous avons reçu les fonds nécessaires. Donc cela montre à quel point eh bien, nous avons pu bénéficier de cette flexibilité. Cela nous a permis de faciliter nos campagnes, le reporting en temps réel, la collecte de données, l'engagement de la communauté, la mobilisation ici de toutes les parties prenantes. Et puis nous avons eu aussi toute une coordination, un soutien ici de l'administration que de la COVDP. Et à l'heure actuelle, nous continuons dans nos échanges pour finaliser tout cela, j'espère ce mois-ci. Alors ici, s'agissant de notre planification, dans le cadre de notre approche,
Nous allons donc regarder les besoins ici de toutes les personnes clés. Alors ici, on est rentré dans les détails s'agissant de cette planification en pouvant parler par exemple de la mobilisation sociale des différents groupes, comme par exemple les leaders religieux. Et puis nous avons aussi commencé à parler de la supervision à tous les niveaux, alors que ce soit du niveau présidentiel, les membres du Parlement, les membres du comité COVAX national et jusqu'au niveau du district et régional. Ensuite, nous sommes passés au thème du transport avec cette redistribution inter- et intra-district pour gérer au mieux les stocks de vaccins disponibles, éviter l'expiration des vaccins. Et nous avons aussi travaillé notamment sur le suivi de la température à distance, parce que comme vous le savez, pour certains de ces vaccins, il faut le respect de la chaîne du froid. Il a fallu aussi gérer la chaîne des déchets. Nous avons aussi planifié et budgété des visites à domicile. De même, nous avons aussi budgété un poste ici s'agissant de la saisie des données, de la validation et de la vérification. Nous avons aussi, grâce à cela, pu travailler sur les solutions de santé numérique. Et ici, grâce à cela, à ce que nous avons appris dans le cadre de ce plan, nous avons aussi pu mettre cela en place pour la polio, le choléra. Et ici, cela nous a permis de développer rapidement le CDS pour Gavi. Alors, notre difficulté, eh bien, la difficulté que nous avons rencontrée concerne plutôt la cartographie des ressources et d'identifier vraiment les écarts en matière de financement. Alors, je ne veux pas vous interrompre, mais ici, il va falloir conclure, s'il vous plaît, pour que nous ayons le temps ici de répondre aux questions. Oui, bien sûr. Je vais résumer. Alors, ici, nous avons, je dirais, dans un deuxième domaine prioritaire, revu nos approches, nos cibles, nos estimations d'écho. Alors, c'est ce que nous avons pu faire, c'est-à-dire s'agissant de la vaccination en elle-même, donc des campagnes. Est-ce que ceci était fait par des équipes mobiles, dans des centres temporaires, des centres fixes? Donc, nous avons pu travailler sur ces éléments. Et ma dernière diapositive qui arrive. Eh bien, ici, sur les leçons que l'on peut tirer ici de ce développement, un budget. Alors, tout d'abord, il est important d'avoir l'implication du plus haut niveau possible. L'engagement de toutes les parties prenantes est essentiel. Et puis, nous avons vu aussi l'engagement des équipes au niveau sur le terrain. Et puis aussi le rôle des équipes dans les pays, que ce soit par exemple le bureau de l'UNICEF, de l'OMS. Et nous avons vraiment essayé, par exemple, d'inclure des domaines qui étaient chroniquement sous-financés, comme par exemple la santé numérique et d'autres thèmes qui sont importants, comme le reporting, la gestion des données, la chaîne du froid, la gestion des déchets. Donc tout ceci a pu être intégré. Donc c'était une réelle opportunité. Alors maintenant, pour nous tourner vers l'avenir, nous pensons ici compléter ce mois-ci un budget
pour identifier les écarts et l'utiliser pour demander des fonds d'urgence pour nos campagnes et nos autres activités. C'est absolument essentiel. À l'heure actuelle, nous avons 7 campagnes de prévues conformément à notre budget et ce sera ici la base pour toutes les demandes de financement. Ah oui, j'avais encore une diapositive. Alors ici, vous pouvez voir que ici, notre histoire à succès a été ici publiée dans cette publication qui, justement, ici revient sur les enseignements que l'on peut tirer de notre approche. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je pense que c'est une présentation qui est une réelle source d'inspiration, qui est très intéressante. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, je vous encourage à regarder et à consulter donc, ce qui a été fait. Et s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas par rapport à l'expérience du Malawi. Vous pouvez donc lever la main si vous voulez poser votre question oralement ou vous pouvez poser votre question par écrit dans la langue de votre choix dans le chat. N'hésitez surtout pas. Alors, Georges, oui, alors merci beaucoup et félicitations parce que l'on a des programmes plus verticaux ici au Burkina. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point au Malawi, vous avez eu vraiment cette implication des différents secteurs à tous les niveaux, au présidentiel, du Parlement. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'intégration. Donc, c'est un excellent partage, un excellent témoignage et je pense que nous allons pouvoir en apprendre plus de votre expérience. Je vous remercie. John? Alors, à mon tour, je voulais ici remercier mon collègue du Malawi. Alors, en fait, je voulais juste mieux comprendre. Eh bien, ici, nous avons vu ici que ça reste tout de même assez faible. Vous êtes à 14%. Alors, y a-t-il d'autres facteurs ici que vous n'avez pas pu intégrer dans votre stratégie? Parce que là, il va falloir ici accélérer, puisque si la cible est de 70%, eh bien, vous êtes encore loin de cette cible. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé, mis en place quelque chose pour atteindre cette cible? Alors, l'approche multisectorielle, c'est vrai que c'est essentiel. Alors, notre groupe de travail présidentiel, qui correspondait à cette réponse, avec l'ensemble des ministères qui ont vraiment été impliqués, le ministre terre du genre, du handicap, et vraiment, eh bien, nous avons pu voir que par rapport à ces réponses, à ces activités, eh bien, il y a eu vraiment des solutions très intéressantes de proposer. Et ça nous a permis aussi de renforcer l'intérêt de ce programme parce qu'il y avait donc cette plateforme qui nous était ouverte ici au niveau présidentiel. Donc, c'est aussi pour cela qu'on a eu vraiment
cette implication. Alors, c'est vrai qu'ici, nous avons donc commencé en mars 2021. Donc, ça fait 18 mois. Alors, évidemment, au début, il y avait un vrai problème de disponibilité. Mais lorsqu'on a eu les stocks nécessaires de vaccins, nous avons eu des difficultés, notamment avec ici le choléra, avec la polio. Et donc, l'ensemble de nos campagnes ont dû être menées en parallèle. Et donc, toutes ces campagnes ont mobilisé les mêmes professionnels de santé. Et donc, vraiment, pour nous, ça a été difficile parce que ces professionnels de santé se trouvent sous pression, extrêmement sollicités. Et donc, on pense qu'il y a un réel retard ici s'agissant de la collecte des données parce que quand il y a tellement à faire, on comprend ici qu'au niveau des établissements de santé, ce n'est plus une priorité, évidemment, la validation des données parce qu'il y a tellement à faire. Donc, nous pensons ici que ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la réalité. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'urgences, des priorités ici qui entrent en conflit, mais aussi ensuite un vrai retard en matière de données et de collecte des données. Et je pense que c'est pour cela également que ces chiffres restent bas. Mais une chose est sûre, on a vu quand même qu'entre juin et septembre, on a multiplié par 2 les taux de couverture. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Alors, je vois ici Laura, un message ici dans le chat qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez les lire et peut-être répondre dans le chat. Mais on voit aussi Joyce ici qui a un commentaire très intéressant. Si par exemple l'intégration ici n'est pas disponible, eh bien au mois de novembre, nous allons avoir justement une session sur ce thème. Donc, nous pourrons revenir sur ces éléments. Alors, peut-être une dernière question de vous, Imran. Merci, Santosh. Bonjour à tous. Alors, par rapport à ce budget, alors ici, c'est un budget pour les activités comme pour la campagne, ou alors vous avez parlé ici aussi, par exemple, des retards de collecte de données. Est-ce que vous avez, par exemple, des activités qui vont vous permettre justement de combler cet écart? Alors, c'est une excellente question. Alors, ici, par rapport à ces stratégies, alors évidemment, la vaccination reste une priorité, mais c'est vrai que nous avons ici des plans, des budgets pour les vaccinations de routine. De même, nous avons également des programmes pour des points de vaccination ici complémentaires, comme par exemple dans les mosquées, ici sur les marchés. Donc en plus de tout cela, sur la question des données, nous avons ici mis en place un centre, ici comme un call center pour les données, donc une certaine centralisation de cette collecte des données. Et nous faisons des vérifications, des validations de données
et sur les données qui nous proviennent de ces établissements de santé. Donc, c'est un budget ici qui concerne aussi le long terme et qui devrait nous permettre ici justement de couvrir ces éléments. Alors, je vous remercie. Alors, n'hésitez pas à répondre aux questions qui vous ont également été posées par écrit dans le chat, puisque nous allons devoir ici passer à notre troisième présentation aujourd'hui. Mais merci beaucoup, encore une fois. Eh bien, ici, par rapport au ministre, ici, au ministère de la Santé de Sierra Leone, cette fois-ci, avec leur expérience de cette approche un plan, un budget. 15 minutes donc pour la présentation. Et donc ensuite, nous passerons aux questions. Docteur Desmond, est-ce que vous nous entendez pour la présentation? Docteur Desmond, est-ce que vous nous entendez? Donnez-moi juste un instant que je vérifie si le docteur Desmond nous entend. Alors, nous allons ici continuer. Donc, je vais peut-être prendre le relais puisque pour l'instant, le docteur Desmond ne nous entend pas. Alors, notre NDVP a été finalisé en janvier 2021. Nous avons commencé la vaccination en mars 2021. Alors, au départ, cela concernait ici les groupes prioritaires. Et ensuite, en janvier 2022, nous avons couvert la vaccination à toute personne de plus de 12 ans. Alors, comme je vous le disais, il y a eu donc différentes phases que je vous ai déjà décrites. Donc, au début, nous avons priorisé les professionnels de santé et les personnes de plus de 60 ans. Alors ensuite, une phase 2 avec les professionnels, avec les enseignants et d'autres personnes de moins de 60 ans avec des comorbidités. Phase 3, donc phase 1, phase 2, plus toute personne de plus de 18 ans. Et phase 4, toute personne de plus de 12 ans, ainsi que la troisième dose. Alors évidemment, il a fallu développer pour cela différentes équipes. Nous avons maintenant près de 1385 équipes sur l'ensemble du territoire national, notamment dans des sites de vaccination, mais aussi des sites de vaccination mobiles qui sont au nombre de 72. Alors ici, par rapport aux activités, c'est ce que l'on a pu donc constater. Alors là, très clairement, vous voyez pour la vaccination des adultes, alors il a fallu vraiment les motiver
une réelle campagne. Et à chaque fois qu'on voit une augmentation, c'est parce qu'on a vraiment des campagnes. Parce que c'est difficile pour les adultes, surtout parce que c'est assez rare quand ils viennent au centre de vaccination. Les vaccinations sont en général considérées pour les enfants. Alors, au 18 septembre, c'est là où nous en sommes. Alors, vous voyez le nombre de doses qui ont été administrées. Donc, près de 6,7 millions de doses administrées. Ça représente donc 62,7% de la population. Ou pardon, excusez-moi, 62,7% ici des doses qui ont été reçues ont donc été administrées. Et cela représente donc 62,4% de la population cible, c'est-à-dire de toute personne de plus de 12 ans, et 48,2% de la population totale. Et donc, vous voyez toutes ces données ici, notamment sur le pourcentage de la population entièrement vaccinée. Alors ici, tous les jeudis, nous avons donc une réunion de coordination avec les partenaires. Donc, certains ici sont connectés, notamment par exemple avec les comités ici, comme le NITAG. L'objectif était de parler évidemment des défis, de passer en revue les données, de mettre en place des actions nécessaires, ainsi de suite. Et donc, c'est quelque chose que l'on passe en revue donc chaque jeudi. Alors, nous avons commencé, comme je l'ai dit, il va falloir continuer à travailler sur nos stratégies. Alors, nous avons évidemment les mêmes défis comme nos collègues des Malawi. Alors, parfois, il y a en effet une certaine pression parce que aussi certains vaccins arrivent à expiration. Donc, il faut avoir une bonne redistribution de ces vaccins. Et donc ici, je reviens sur comment est-ce que nous allons pouvoir développer cela. Et également, nous avons reçu donc des vaccins de différentes sources, comme de la COVAX notamment. Alors, par rapport aux interactions, par rapport donc à ces différentes étapes, eh bien, il va falloir revenir sur le plan de déploiement qui a aussi été développé, notamment par rapport à donc aux différentes interactions avec les partenaires ici au niveau du district et justement voir comment ensemble
au niveau sous-national par rapport à ces différents éléments, avec notamment des présentations. Alors ici, cela représente vraiment la base et bien là, justement, parvenir sur ces différentes solutions par rapport justement aux différents budgets, aux besoins. Et donc en mars 2022, pardon, j'ai oublié de dire que lorsque l'on a eu notre premier plan qui a été développé, tout autre partenaire ici qui a été inclus, eh bien, nous a permis ici de revenir sur ces éléments. Eh bien, nous avons été donc en mesure de nous aligner afin de revenir notamment sur nos différents partenaires, les différents écarts. Et là encore, il s'agissait justement de voir sur ce que l'on allait pouvoir faire en Afrique et justement s'aligner et aligner nos objectifs. Alors, c'est ce que nous avons fait avec une revue des actions, voir et donc identifier les défis et donc cela nous a aidés par rapport au budget et puis au mois de juin, eh bien, nous avons pu avoir notre quatrième version et développer donc par conséquent, donc la quatrième version étant la version finale de ce un plan, un budget. Et c'est vrai qu'avec ces derniers ateliers qui ont été menés, on s'est vraiment focalisé sur l'intégration de la COVID-19 dans le cadre de la vaccination de routine. Alors, on a travaillé sur tous ces différents éléments et cela fait donc partie très clairement donc des priorités, les éléments qui sont donc nécessaires dans cette logique. Alors, par rapport aux différentes activités, par rapport donc à la sécurité vaccinale, etc., la coordination, la chaîne du froid. Alors, on voudrait évidemment que le vaccin contre la COVID-19 soit disponible dans un maximum ici de contexte. Eh bien, cela veut donc dire que lorsque l'on a fait un budget, eh bien, on s'est basé aussi sur les différentes activités qui pouvaient être financées. Alors, certaines activités étaient sous-financées, donc c'était également ce qui a été dit tout à l'heure par nos collègues. Et c'est vrai qu'on a pu ainsi, grâce à cela, financer certains domaines qui souffraient un peu de ce sous-financement. Donc, il y a vraiment eu tout ce travail de réaliser et qui est absolument donc essentiel. Et donc, c'est ce que nous sommes à l'heure actuelle en train de faire par rapport donc à notre cible qui est de 70% d'ici la fin de l'année. Alors ici, donc c'est ce que je
expliqué d'ailleurs précédemment. Donc, par rapport aux besoins, alors par rapport aux quantités qui ont été reçues, les quantités qui ont été utilisées, alors l'approche, évidemment, l'engagement de toutes les parties prenantes. Alors encore une fois, créer des synergies pour aider à identifier des problèmes, partager les différentes opportunités ainsi que les meilleures pratiques, optimiser l'efficacité, éliminer ici les doublons et vraiment avoir cette dynamique du un plan, un budget en tant qu'outil. Alors à l'avenir, alors ici, eh bien, nous continuons à travailler et nous espérons ici pouvoir encore une fois accélérer tout cela. Nous cherchons donc à l'intégrer dans le programme de vaccination de routine, mais pour l'instant, eh bien, nous sommes encore en cours d'échange avec toutes les parties prenantes. Je vous remercie. Je voudrais remercier également tous les partenaires qui nous ont soutenus. Je vous remercie. Merci, Dr Linda. Merci pour cette présentation de Sierra Leone. Alors, merci d'être revenu sur tous ces éléments qui sont importants. Alors, merci beaucoup. Alors, par rapport aux questions qui peuvent peut être posées, je ne sais pas s'il y a ici d'autres éléments de réponse ou d'autres questions qui ont été posées. Je ne sais pas s'il y a des questions, par exemple, qui ont été posées par écrit, peut-être dans le chat. Je ne vois pas non plus de main levée. Docteur Linda, j'avais une question pour vous. Donc, vous avez un plan ici que vous êtes en train de finaliser sur un plan, un budget. Donc, il semblerait ici que ce soit quand même un plan robuste. Donc, est-ce qu'il y a ici ce cadre de suivi qui a été réalisé ou pas du tout? Par rapport à ces activités qui sont menées, est-ce qu'il y a aussi un suivi? Imran, il y a aussi une question. Oui, merci beaucoup, docteur Linda. Je trouve cette présentation très intéressante. Alors ici, c'est vrai que, comme le Malawi l'a dit aussi, alors nous parlons aussi pour la Sierra Leone, ici de répondre à cette question de retard dans la collecte des données, dans ce backlog des données. Oui, c'était un vrai problème pour nous. Mais ici, il s'agit aussi de ce mécanisme de suivi lorsque donc, eh bien, nous avons mis cela en place.
eh bien, nous avons pu voir qu'il y avait également des possibilités de développement. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est souvent une difficulté. Donc, il a fallu ici former des responsables. D'abord, former ici, eh bien, dans chaque district, des responsables de la gestion des données pour essayer justement de régler ce problème, mais aussi parce que c'était un problème continu. Eh bien, nous avons essayé ici de vraiment former ici le personnel. On a vraiment travaillé. Alors ça, c'est très important. Eh bien, cela nous a permis vraiment d'avancer, même dans les différents districts, grâce à cette formation ici du personnel. Alors, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Comme on sait ici, la génération des données est toujours très importante. Alors, ici, c'est très important par rapport donc aux partenaires. Eh bien, c'est vraiment notre priorité. Alors, j'espère ici que cela répond à vos questions. Oui, bien sûr. Alors, ici, alors par contre, par rapport aux différents partenaires, alors nous aussi, nous avons prévu ici une intégration dans la vaccination de routine. Donc ici, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sur certains éléments qui sont par exemple financés dans le cadre d'un plan, ici, le plan de santé nationale, vont ici recouvrir différents domaines. Oui, ici, c'est vrai que à notre niveau, en fonction des sources de financement des différents partenaires, nous avons intégré cela dans chaque activité. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, dans les diapositives, alors récemment, nous avons vu ici qu'il y avait des possibilités également d'identifier les écarts et de pouvoir justement, par rapport à ces différents bailleurs de fonds, de pouvoir ici vraiment faire évoluer le budget. Donc, c'est un document qui est un document vivant. Et ici, c'est donc un document. Ici, c'est important parce que du coup, comme bailleur de fonds, si vous souhaitez ici soutenir la Sierra Leone, vous savez dans quel domaine ici, eh bien, intervenir. Alors évidemment, c'est donc un élément important. Merci Mran. Merci Linda. Merci pour ce partage d'expérience.
Merci à tous. Encore une fois, merci d'avoir partagé votre expérience de Sierra Leone et du Malawi. Alors, nous allons donc conclure notre réunion. Alors, pour notre session du mois d'octobre, nous parlerons ici justement toujours du partage des meilleures pratiques en matière de Covid-19 dans des contextes plus fragiles, plus vulnérables et des contextes donc humanitaires. Alors, vous pouvez utiliser les liens pour vous inscrire. Alors, comme vous l'avez fait ici pour cette session d'aujourd'hui, même logique. Et s'agissant des participants, il y a en fait un petit formulaire, petite enquête qui dure 5 minutes. Donc, on vous demandera gentiment de bien vouloir cliquer sur ce lien. Il y a un questionnaire en français, un questionnaire en anglais, pour juste répondre à quelques questions. Donc, c'est très important parce que ça nous donne ici justement quelques éléments pour aussi nous améliorer de notre côté. De même, vous pourrez bénéficier d'un certificat de participation qui vous sera délivré par l'Université du Nouveau-Mexique. Par rapport aux ressources, toutes les ressources seront donc mises à votre disposition, y compris les enregistrements, les différentes présentations, en utilisant ce QR code sur Telegram. Vous recevrez également toutes ces informations par email. Vous avez aussi le lien si vous souhaitez également rejoindre notre plateforme et continuer ici nos échanges. Vous êtes le bienvenu. Vous pouvez également, donc, comme je le disais, scanner ce QR code. Eh bien, je remercie encore une fois toutes les parties prenantes ici. Merci à toute l'équipe d'organisation. Merci à toute l'équipe du projet ECHO. Merci à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, merci encore une fois à tous. Et je vous retrouve avec plaisir au mois d'octobre pour notre prochaine session. Je vous remercie et excellente fin de journée.